Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du Talk du Figaro. Je suis aujourd'hui avec Valérand de Saint-Just. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France pour le Front National. Vous êtes aussi trésorier du parti de Marine Le Pen. Justement, on va parler de l'actualité de votre parti. Vous vous réunissez dans 3 semaines, je crois, pour un congrès, les 10 et 11 mars à Lille. Concrètement, quel est l'enjeu pour vous de ce rassemblement ? C'est toujours un moment très important des partis politiques et spécialement du Front National puisque nous avons un congrès tous les 3 ans. C'est un moment de respiration démocratique du Front National. Maintenant, tous les adhérents peuvent voter. Il va y avoir aussi une modification des statuts. Les adhérents vont voter pour la présidence du Front National et pour le comité central, et il en sortira un bureau politique et un bureau exécutif. Alors c'est toujours vivifiant pour un parti politique de connaître ces instants-là. Est-ce qu'à cette occasion, selon vous, le parti, le Front National, doit changer son nom, son appellation ? Alors, il ne le fera pas au moment du congrès pour des raisons juridiques, parce qu'il faut que les formes de scrutin, notamment électroniques, puissent être autorisées par les statuts, mais la présidente a pour intention de faire voter après le congrès sur cette question du changement de nom, à supposer que nous trouvions un nom aussi bon ou meilleur que Front National. Est-ce que vous êtes attaché, vous, justement, à ce nom, Front National, ce nom historique ? Je suis adhérent du Front National depuis 1987. Je me suis présenté à toutes les élections, sauf aux présidentielles, évidemment, et j'y suis très attaché. Mais voilà, je pense que nous sommes dans un moment, après plus de 40 ans d'existence, où nous pouvons trouver des instruments, parce que bon, c'est vrai, un peu de nostalgie, mais ce ne sont quand même que des instruments propres à nous adapter encore mieux à la situation actuelle. Est-ce que vous avez des idées de nouveaux noms pour votre parti ? Oui, il y a des idées, oui. Quelles sont les vôtres ? Et non, je ne vous les donnerai pas, parce que ce n'est pas aujourd'hui, moi, qui vais vous donner à vous, je le regrette d'ailleurs, pour le talk du Figaro, les noms auxquels nous pensons. C'est pour le moment, c'est tout à fait secret, et ça sera entre le Front National et les adhérents. Marine Le Pen estime que le mot « front » dans Front National a une connotation un petit peu militaire. Est-ce que c'est votre sentiment à vous aussi ? Il a eu son utilité depuis 1972. Le mot « front », nous avons fait front, et les Français ont fait front avec nous à de très très grandes difficultés. Vous ne l'avez certainement pas connu, mais par exemple l'élection de Mitterrand et les 14 ans de socialisme avec Mitterrand, il fallait vraiment faire front, c'était une autre époque qui était avec de très très grands dangers pour la France et son unité. Maintenant, les temps ont changé. Nous avons M. Macron comme président de la République. Marine Le Pen a effectué pendant la campagne présidentielle un acte dont on n'a pas encore complètement mesuré la portée, enfin personnellement je l'ai mesuré parce que j'ai un peu de bouteille, c'est qu'elle a fait cette alliance avec Nicolas Dupont-Aignan. C'était la première fois que le Front National faisait alliance avec un parti dit un peu vulgairement de l'arc républicain, et surtout Dupont-Aignan étant un gaulliste social. Et moi qui suis né en 1950, depuis 1950 et surtout depuis 1962, on ne parle plus, on ne pouvait plus parler aux gaullistes. Et voilà, nous avons recommencé, les temps ont changé et on va pouvoir... Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Front National ne doit plus faire front, comme vous l'avez dit, par rapport à la période mitterrandienne. C'est-à-dire qu'en plus, il a acquis une telle puissance, une telle notoriété, une telle puissance, il est arrivé à de tels résultats électoraux, il a tellement d'adhérents qu'il peut, beaucoup plus facilement qu'avant, dire à des personnes de bonne foi et sincères, et loyaux comme Nicolas Dupont-Aignan, nous allons pouvoir faire des alliances. Je ne dis pas de circonstances, parce que ces circonstances sont très importantes, mais par exemple pendant la campagne présidentielle, par exemple éventuellement aux européennes, par exemple au premier tour, le dimanche soir du premier tour des élections législatives, etc. etc. C'est la première fois, c'est extrêmement important, c'est grâce à Marine Le Pen depuis 2011, et il faut concrétiser tous ces avantages, et peut-être que le changement, peut-être que le changement de nom est un élément de concrétisation de ces démarches extrêmement valorisantes. Le changement de logo aussi ?
la flamme du Front non, National? je ne pense pas. Ça, il faut le garder. Oui, et puis il a été très modernisé. Il est très moderne à l'heure actuelle. Il comporte les bleu, blanc, rouge. Il a toujours cet aspect de flamme. Vous y êtes attaché? Je ne le pense pas, oui. Non seulement attaché, mais aussi, je ne vois pas l'utilité de le changer. Voilà. Est-ce que, selon vous, Marine Le Pen reste la mieux placée aujourd'hui pour se représenter aux élections présidentielles en 2022? Elle l'est, oui, franchement, elle l'est. Elle a, à mon avis, fait un très beau parcours depuis qu'elle est élue, très beau parcours pendant ses présidentielles, obtenu 11 millions de voix, permis d'avoir 8 députés au scrutin majoritaire à 2 tours. Nous n'avons jamais été aussi haut, ni aussi puissants, ni aussi attaqués d'ailleurs. C'est un peu concomitant depuis notamment septembre dernier. Et Marine Le Pen possède un charisme à nul autre pareil. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le père, j'ai beaucoup travaillé avec Marine. Le père qui veut rester encore un petit peu bien entendu, autour du parti. Oui. Mais le charisme de Marine Le Pen, le fait aussi qu'elle soit une femme, ce qui est beaucoup plus important en 2017 qu'avant finalement. Tout ça est extrêmement, encore une fois, valorisant. Et je crois qu'elle peut continuer à nous emmener vers des sommets. Pourtant, on le voit depuis l'élection présidentielle, le Front National est un petit peu moins audible. Le débat d'entre-deux tours a été un loupé aussi pour la candidate. Pour vous, comment vous vivez cette période pour l'après-présidentielle pour le Front National? On la vit sans problème particulier parce qu'on est habitué aux difficultés. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est difficile à analyser, hein, mais ce qui s'est passé, c'est que jamais autant de gens n'ont cru vraiment à l'élection de Marine Le Pen. Voilà, avant le premier tour et entre les 2 tours. Notamment dans notre électorat populaire, il y a énormément de gens qui se sont dit, ça y est, cette fois-ci, elle va être élue et elle va nous permettre de résoudre beaucoup de très grands problèmes. Et finalement, elle n'a pas été élue. Je ne dis pas qu'elle a perdu, mais elle n'a pas gagné. C'est Emmanuel Macron qui a gagné, et il y a eu une déception assez importante à la mesure de l'espérance. J'analyse les choses comme ça. Est-ce que vous ne craignez pas justement que cette espérance qui a pu naître, comme vous l'avez analysé, soit un petit peu diluée avec l'émergence de Laurent Wauquiez, qui a la capacité de capter une partie de votre électorat? Je crois qu'en politique, il ne faut jamais avoir peur de la concurrence loyale, normalement. Il ne faut jamais avoir peur de la concurrence. Il est possible qu'Emmanuel Macron nous fasse concurrence. Il est possible que Laurent Wauquiez nous fasse concurrence. Mais ça a un mérite, cette concurrence. C'est que ça légitime totalement nos programmes, nos paroles, nos dires. Quand on voit Laurent Wauquiez et parfois aussi Emmanuel Macron venir, comme disent les journalistes, marcher sur les brisées ou sur les terres du Front National, oui. Mais on se dit, ben voilà, nous ne sommes plus la voix qui clame dans le désert. Tout le monde reprend et nos thèmes et nos solutions. Ça a toujours été comme ça avec le Front National, mais ça l'est de plus en plus. Les thématiques peut-être, les solutions peut-être un peu moins. Et ce qui arrive aux Républicains, cette fracture qui est concrétisée par la lutte entre M. Wauquiez et Mme Pécresse, nous sentions qu'elle existait depuis très très longtemps. Il y a chez les Républicains des gens qui, sur le plan politique, ont beaucoup de mal à s'entendre. Le Parti socialiste a disparu. Alors, M. Macron, lui, a un corps de doctrine, mais ses députés très peu. Il n'y a que nous qui restons... Au Parlement, justement, si on parle des députés, Marine Le Pen, vous le disiez, a quelques députés autour d'elle, pas suffisant pour faire un groupe parlementaire. Eh oui, c'est ça. Finalement, on entend assez peu les députés du Front National. Parce qu'il n'y a pas de groupe. Et donc, techniquement parlant, moi, je les ai interrogés encore cette semaine. Quand est-ce que vous avez le droit de parler? Comment est-ce que vous présentez les amendements? Valorisez vos amendements, etc., etc. Parce qu'ils peuvent présenter les amendements. C'est ça qu'il faut montrer, les amendements qu'on fait passer, parce que c'est ça qui montre le travail. Mais le fait de ne pas avoir un groupe est handicapant, c'est sûr. Oui. Depuis la présidentielle, on observe aussi un fléchissement du Front National, notamment lors des dernières partielles dans le Val d'Oise, aussi à Belfort. Est-ce que ça vous inquiète? Non, je crois que la présidente Marine Le Pen s'est exprimée de façon détaillée là-dessus. Elle a été interrogée là-dessus. À moins de 20% de participation, on ne peut pas tirer d'enseignement. Évidemment, nous pourrions espérer mieux. On a eu là aussi un peu notamment à Belfort, le message a été brouillé avec la candidate des Patriotes qui s'est très mal conduite, mais qui n'a pas réussi à faire
même plus de 2%, alors que vous voyez, c'est ça. La Sophie Montel, qui était dans vos rangs il y a quelques mois. Voilà, elle est depuis plus de 20 ans dans ce territoire, elle croyait être connue. En fait, elle n'était connue que de sa boulangère et d'un chauffeur de taxi dans la ville de Belfort. Et quand elle se présente sans l'étiquette du Front National, elle ne fait pas 2%. Sic transit Gloria Mundi. Pour autant, est-ce que le mouvement qu'a créé Florian Philippot, les Patriotes, vous menace, vous, en tant que Front National, pour les européennes ou pour les scrutins à venir? Non, pas du tout. Pas du tout. Puis, enfin, sur le plan politique, sur le plan programmatique, ils sont tout à fait inaudibles. On ne sait pas où ils se situent. Par exemple, sur les questions d'immigration et d'insécurité, ils ont abandonné tout véritable programme, tout véritable discours. Je crois que ça n'est pas du tout un danger pour le Front National. Nous regrettons le départ de Florian Philippot, mais bon, maintenant, il s'est très mal conduit, quoi. Est-ce que vous pourriez quand même travailler avec lui, notamment pour les élections européennes ou locales à venir? Enfin bon, il y a une question aussi d'attitude humaine. Il est parti il s'est très mal conduit. Sophie Montel s'est très mal conduite aussi. On verra, peut-être avec d'autres éléments des Patriotes. On verra. Mais pas ces deux personnes. Non, mais je pense d'ailleurs que pour les européennes, qui va être un moment très important de la politique française, nous représentons suffisamment l'opposition et un programme totalement construit en réunissant d'autres que nous aussi pour ne pas avoir besoin... Vous tendez la main à Nicolas Dupont-Aignan, justement, pas avoir besoin de groupuscules, quoi, voilà. Vous tendez la main à Nicolas Dupont-Aignan. De tendre la main à Dupont-Aignan, on l'a montré, Marine Le Pen l'a montré pendant les présidentielles. Je veux dire, presque les fiançailles existent, quoi, avec Nicolas Dupont-Aignan. Et nous disons, oui, qu'à l'occasion, notamment avec le mode de scrutin, une liste nationale à proportionnelle intégrale, c'est le moment de montrer aux Français que nous pouvons nous réunir et qu'il y a cette grande fracture entre les mondialistes, alors là, super représentés par Emmanuel Macron, qui est vraiment leur héros, leur porte-drapeau, et les souverainistes, et nous serons les seuls, parce que Laurent Wauquiez, je vais être un peu vulgaire, mais je pense qu'il aura le cul entre deux chaises. Une question sur Jean-Michel Blanquer. Vous savez, il est sous le feu des projecteurs depuis cette semaine pour sa réforme du baccalauréat notamment. On le qualifie de nouvelle star, parfois même de vice-président. Est-ce que pour vous, c'est la révélation de ce gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale? Oui, c'est vrai que c'est un peu la révélation de ce gouvernement. Il vous plaît, vous aussi? Il a un caractère de sérieux et de continuation dans ses volontés de réforme. Mais, encore une fois, j'ai lu ce qu'a dit M. Varoufakis ce matin d'Emmanuel Macron. Il lui a dit « parfait pour la forme, décevant pour le fond ». Alors, M. Blanquer, c'est un peu la même chose parce que sur toutes les réformes qu'il a proposées, et notamment tous ses propos hier à l'émission de France 2, il y a quand même, sur le bac, il en est toujours à quasiment 100% de réussite de la classe d'âge au bac, ce qui est totalement dramatique. Alors, ces réformes, moi j'ai du mal à donner mon avis, peut-être qu'on pourrait prendre aussi les contrôles continus des classes de seconde et de première, mais c'est un avis technique, ce qui inciterait les élèves à travailler. Moi, si j'avais eu ça, j'aurais plus travaillé en seconde, en première et en terminale. Ce n'était pas le cas? Vous étiez un mauvais élève? Non, bon, je me suis débrouillé, je n'étais pas extrêmement... Mais je vois bien que si le contrôle continue, ce qu'on a en fac d'ailleurs, le contrôle continu, les partiels, c'est extrêmement important, 3 fois par an, etc. Mais le fait de ne pas dire un mot sur les 100% de classe d'âge, et notamment sur l'apprentissage et le rôle de l'éducation nationale dans le cadre de l'apprentissage, je trouve une très grave lacune de la part de M. Blanquer. Et là, on peut dire que toutes ces réformes, c'est un peu du cosmétique, quoi. Merci beaucoup, Valérand de Saint-Just. On passe maintenant à vos questions avec Julie Collomb-Profisi. Merci d'être avec nous. Bonjour Valérand de Saint-Just. Bonjour. Alors, on a pas mal de réactions sur Facebook en ce moment, ainsi que sur le Figaro.fr. On a Andy qui demande « Qui est votre candidat pour les prochaines élections présidentielles ?» C'est très simple. Nous aurons un congrès, on va avoir un congrès au mois de mars. Là. Les présidentielles, c'est 2022. Nous aurons un autre congrès avant les présidentielles. Et il y aura un président ou une présidente qui sera élu à ce congrès d'avant 2022, et ça sera à 100% ce président qui sera candidat aux élections présidentielles. Ça sera donc
totalement démocratique et les adhérents du Front, en choisissant le président ou la présidente du Front National, choisiront en réalité le candidat ou la candidate à l'élection présidentielle. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen doit revenir? Et je pense qu'elle n'aurait pas dû partir. Voilà. Vous la regrettez? Oui, je crois. Alors, je la regrette de toute façon, mais cet épisode m'a montré que je crois qu'en politique, on prend de très grandes responsabilités finalement, surtout elle, qui était, beaucoup de gens l'appréciaient, et qu'en fait on ne peut pas partir. On ne peut jamais, il faut réfléchir à ça. C'est très difficile de partir, voilà. Alors on a Flo Dupont, qui est un habitué de l'émission, qui vous dit « Il faut évincer Jean-Marie Le Pen qui porte les marques de très mauvais souvenirs antisémites et racistes et s'allier avec Dupont-Aignan ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, c'est ce que... Enfin, évincer, on ne peut pas faire mieux que ce que nous avons fait. Il reste président d'honneur, toutefois. Ça va changer au Congrès, là. Les statuts vont être modifiés et il n'y a plus de présidence d'honneur. Il a envie de venir, en plus. Dans 3 semaines, oui. Bon, ça, c'est un épisode... Il a dit... je ferai du mal médiatiquement à Marine Le Pen si je viens. Bon, si c'est ça son but, c'est pas très glorieux. Bon, donc Jean-Marie Le Pen, oui, et Dupont-Aignan, mais j'ai parlé de fiançailles tout à l'heure. On ne peut pas mieux faire non plus. Je pense que sur ces 2 points-là, de cette question importante, nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, mieux faire que ce que nous avons fait. D'accord. Donc en ce moment, on a les JO de Pyeongchang. Donc en 2024, ce sera notre tour. Est-ce que vous pensez que suffisamment de choses sont faites pour que ce soit des JO qui se passent dans de bonnes conditions? Ça vous concerne en tant qu'élu d'Île-de-France? Oui, mais c'est ça absolument impératif. L'Île-de-France et la France ne peuvent pas se permettre une catastrophe financière en ce qui concerne les JO de 2024. Mais nous y sommes favorables parce que nous pensons que ce sera un accélérateur important pour la France et pour l'Île-de-France, sur tous les plans, hein, sur le plan sportif bien évidemment, sur le plan psychologique et sur le plan financier, même industriel, etc. etc. Moi j'ai regretté l'abandon sec par le Premier ministre de l'Exposition universelle. Nous avions toujours dit que ça serait très difficile de faire les deux en 2 ans. Maintenant, il est possible que l'Exposition universelle, sur le plan économique et financier, nous ait apporté plus que les JO. Mais bon, voilà, on n'est pas au gouvernement, c'est eux qui décident. JO, pas d'Exposition universelle. D'accord. Est-ce qu'il y a une mesure de Emmanuel Macron qu'il a mis en place, qu'il a mis en place depuis qu'il est au pouvoir, avec lequel vous êtes d'accord? Oui, il y en a certainement, mais alors là, pour m'en souvenir Le projet de loi Asile et Immigration, par exemple, est-ce qu'il vous convient dans son orientation? Il sera présenté mercredi. Fermeté avec les migrants économiques, en même temps accueil des demandeurs d'asile, ceux qui sont acceptés sur le territoire. Oui, d'accord. Fermeté, bon, très bien, mais il y a là aussi une grande lacune, comme celle que je dénonçais du ministre Blanquer, c'est l'absence de reprise de souveraineté sur les frontières. Emmanuel Macron a été à Calais, il ne faut pas aller à Calais, c'est le bout de l'entonnoir, il faut aller à Menton, là où ils rentrent tous. Et c'est là-bas qu'il faut les empêcher de rentrer. Alors nous, c'est ça, reprise de souveraineté sur les frontières, et on ne laisse pas entrer les clandestins, les migrants, on ne les laisse pas entrer. Et le projet de loi, c'est un accompagnement de tous ceux qu'on va laisser entrer. Alors un accompagnement un peu plus... rude, rude, le mot n'est pas bon, pour pouvoir peut-être en reconduire un peu plus. Mais là encore, c'est totalement cosmétique. C'est encore une fois des cautères sur des jambes de bois. C'est la phrase de Varoufakis. Macron, très bon sur la forme, décevant sur le fond. Alors, on a, il faut que je retrouve le commentaire, voilà, Fabrice qui nous demande comment vous voyez la politique d'aujourd'hui. La recomposition, voilà, le paysage politique chamboulé depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron, quelques mois avant son élection, personne ne pensait à ce qu'il soit élu. Donc c'est quelque chose de très important, son élection. C'est vrai qu'il a réussi à avoir énormément de députés élus, mais on a du mal à les cerner, à cerner une unité chez eux. Hein, j'ai vu un peu le débat, je ne sais pas, vous ne m'avez pas interrogé, sur la loi des Dublinés, qui a été votée ce matin ou hier soir. Voilà, bon. Mais chez eux, à l'Assemblée nationale, il y a un nombre de leurs députés de la République en marche qui se sont exprimés de façon
totalement inacceptable sur le plan de la discipline de groupe. C'est incroyable ce qu'ils ont pu dire sans être sanctionnés. C'est assez n'importe quoi. Mais M. Macron a eu pour effet de donner un grand coup aux Républicains, qui sont brisés en deux, et de faire presque disparaître à l'heure actuelle le Parti socialiste. Nous, au Front National, nous avons beaucoup plus que les autres parfaitement résisté à cette conséquence de l'élection d'Emmanuel Macron. On a beaucoup mieux résisté que d'autres fois aux élections législatives, et maintenant, je ne peux pas dire qu'entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il n'y a rien, mais je crois qu'on pourra le dire au moment des élections européennes. Encore une fois, les Républicains et M. Wauquiez, compte tenu notamment de son passé, auront beaucoup de mal à adopter une vraie position claire dans le cadre des élections européennes. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à la construction actuelle de l'Union européenne? Quelles sont nos propositions, et nos propositions assez radicales pour sortir de cette Europe-là? Vous voulez être les premiers opposants, en fait, à Emmanuel Macron sur l'Europe? Ah oui, je pense que nous proposerons surtout une reconstruction totale, institutionnelle, économique et sociale de l'Union européenne, parce que nous n'avons jamais été contre la construction européenne, mais nous combattons vigoureusement la construction actuelle et les institutions actuelles et leurs conséquences économiques et sociales pour la France, et la monnaie notre unique pays. La monnaie unique pourra être un instrument nécessaire pour recouvrer une souveraineté économique et une souveraineté sociale, si cela s'avère nécessaire. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais si dans le cadre de ces élections européennes, de la composition politique en Allemagne, l'Allemagne se rendait compte qu'elle ne peut plus continuer à vivre et à faire vivre l'Union européenne de façon aussi égoïste pour elle qu'elle le fait à l'heure actuelle, parce que l'euro, c'est ça, l'euro c'était cette solidarité. Il faudrait, dans le cadre de la politique actuelle de l'euro, que l'Allemagne accepte de redistribuer aux autres pays européens des pans entiers de l'argent qu'elle a gagné grâce à l'euro, que ce soit dans l'absence de déficit, que ce soit dans les liquidités qu'elle possède, que ce soit dans les excédents commerciaux considérables qu'elle a pu engranger. Si l'Allemagne fait ça, ils vont avoir beaucoup de mal, hein, parce que pour un pays comme ça, c'est très difficile. Si l'Allemagne fait ça, est-ce qu'il sera utile de véritablement réformer le système monétaire européen? Nous verrons, mais ça nous étonnerait beaucoup que l'Allemagne fasse ça, et dans ces conditions, il faudra, nous pensons, retrouver une souveraineté monétaire. Mais la principale des souverainetés à l'heure actuelle, la plus urgente, c'est la souveraineté sur les frontières. Hein, et ce n'est pas ce que fait M. Macron avec la loi immigration et asile. Alors, on a une question d'Evelyne qui vous demande ce que vous pensez du salaire universel, donc du revenu universel, je pense que c'est ce qu'elle entend par là. Nous ne sommes pas tout à fait favorables à cette réforme parce que nous pensons que ce serait un moyen de déresponsabiliser beaucoup de personnes. Voilà. En plus, est-ce que l'État français à l'heure actuelle a les moyens? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire de cette façon-là, mais il faudrait faire d'énormes économies par ailleurs. M. Macron va porter et apporter dans le budget d'ailleurs l'AME, l'aide médicale d'État, notamment pour les migrants et les clandestins, à 1 milliard d'euros. Voilà, les Français doivent payer pour que cette AME soit à la hauteur de 1 milliard d'euros. Ben, si on continue comme ça, on n'aura jamais d'argent pour ces réformes et pour ce revenu universel. Ah, c'est encore une fois assez utopique. Parce que Emmanuel Macron, il a aussi une particularité à l'heure actuelle, c'est à peu près un grand chantier par jour. Hein, on a là cette impression. Alors, il y a plusieurs proverbes, les clous chassent les autres. De demi-journée en demi-journée, on oublie complètement ce qu'il a proposé la veille. Quoi. Mais on sait que mais ça ne peut pas aller aussi vite que ça. On a l'impression qu'il lance ses chantiers, mais que les chantiers, une demi-journée ou une journée après, s'arrêtent. Mais non, c'est pas continué. Et puis plus personne n'y pense et on n'est pas capable de se concentrer sur un sujet. C'est l'application aussi du proverbe. On a l'impression de ça qui trop embrasse mal étreint. Et les Français vont s'apercevoir que M. Macron fait de l'activisme, c'est de l'activisme, mais qu'au bout du compte, il n'y a pas de véritable réforme appliquée jusqu'au bout et qui ait de vraies conséquences.
Merci beaucoup Valéran de Saint-Just, merci beaucoup Julie. Merci à tous de nous avoir suivis. J'ai le plaisir de vous retrouver lundi pour une nouvelle émission. Très bon week-end.